dans la chapelle Saint-Georges. Voilà Bénédicte. Merci beaucoup Magali. On va partir sur le terrain en Ukraine tout de suite et notamment du côté de Liman. On se demande comment l'offensive ukrainienne va se terminer dans cette zone-là. C'est absolument fondamental. Sur le plateau, toujours en compagnie du général Patrick Dutartre, de Valérie Nataf et de Magali Barthès. Et je suis ravie d'accueillir Christian Maigrelis, ancien conseiller de Mikhail Gorbatchev et auteur de ce livre que vous allez voir apparaître, me semble-t-il, sur votre écran, Le naufrage de l'Union soviétique, les choses vues, aux éditions Transcontinental d'édition. Merci d'être avec nous, vous êtes le bienvenu sur ce plateau. Alors il est bien possible qu'ils décrochent une victoire essentielle dans les jours qui viennent, les Ukrainiens, en l'occurrence la bataille autour de la ville de Liman. Ils ont déjà repris quelques villages autour de cette ville depuis quelques jours. Pourquoi est-ce si important? Explication de notre spécialiste Didier François, regardez. Faire tomber ce point-là risque pour les Russes de leur faire perdre une grande partie de leur capacité de défense tout le long de la rivière Oskil. Bon, Liman est encore relié à Severodonetsk derrière par une route, mais c'est visiblement la dernière route qui est encore ouverte à ce stade. Donc le risque d'encerclement pour les Russes est important, et c'est ce qu'expliquaient leurs journalistes sur le terrain. Risque d'encerclement important. Évidemment, les choses évoluent d'heure en heure, j'allais dire de jour en jour, mais non, c'est bien d'heure en heure. Nivine Potros, où est-ce qu'ils en sont à l'heure où l'on parle, les dernières infos que vous avez? Alors, selon les dernières informations, les Ukrainiens se rapprochent très progressivement de Liman. Selon nos confrères britanniques du Télégraphe, la ville serait même encerclée et sur le point de tomber. Alors pour l'heure, on ne sait pas exactement où se trouvent les Ukrainiens. En bleu sur la carte, c'est les zones qu'ils sont parvenus à reprendre. En fait, il y a très peu d'images qui filtrent. Il y a seulement celle-ci qui a filtré ces dernières heures. On y voit quoi? Eh bien, tout simplement un convoi de véhicules militaires russes en train de se faire bombarder. D'après les observateurs sur les réseaux sociaux, eh bien, ils seraient en train de quitter les abords de Liman. Ces dernières heures, eh bien, plusieurs villes sont tombées. D'abord, la ville de Novolesivka, avec cette vidéo qui a été publiée par les soldats ukrainiens. On les voit avec le drapeau évidemment ukrainien posé très fièrement sur le parvis de ce bâtiment, avec le drapeau russe que vous voyez juste là au sol. Autre ville qui a également été reprise, la ville de Kisharivka, là aussi avec une photo publiée. On voit le drapeau ukrainien hissé sur l'un des bâtiments de la ville. L'objectif maintenant évidemment pour les Ukrainiens, eh bien, c'est de continuer à s'épercer avec plusieurs tentatives pour s'avancer. D'abord, traverser la rivière Oskil, tenter par la ville d'Izium toujours de rejoindre la rive est de cette rivière, prendre évidemment Liman et puis s'avancer ensuite vers Severodonetsk. Cette zone, elle est éminemment stratégique. On le disait. Pourquoi? Plusieurs raisons à cela. D'abord, c'est par ici, c'est par cette zone que passent les lignes d'approvisionnement russes. Pour les Russes, c'est évidemment stratégique de garder cette zone puisque c'est devenu une forme de base arrière russe. Il y a énormément de matériel militaire. Si les Russes s'en vont, ils vont devoir forcément abandonner du matériel que les Ukrainiens pourraient ensuite reprendre. C'est également un nœud routier et ferroviaire, vous l'avez entendu. Si les Ukrainiens reprennent cette zone, ça va être très compliqué pour les Russes de continuer à avancer puisque c'est par cette zone que le matériel militaire part de la Russie et redescend ensuite dans le reste du Donbass. Et puis un autre argument, c'est le moral des troupes, puisque évidemment, si la ville de Liman tombe pour les soldats russes, ce serait un nouveau coup dur. Politiquement également, ce serait très compliqué pour Vladimir Poutine puisque ces dernières semaines, la grande ville d'Izium a donc été reprise par les Ukrainiens, la ville de Kupiansk également. Si Liman tombe, eh bien politiquement, le message renvoyé, c'est que les hommes du Kremlin sont incapables de garder le Donbass à la veille du grand discours sur l'annexion évidemment de plusieurs villes, dont des villes du Donbass. Ça tomberait extrêmement mal pour Vladimir Poutine, ce serait un sacré revers. Ah oui, évidemment, merci beaucoup Nivine. Vous êtes d'accord, Christian Maigrelis, si d'aventure les Ukrainiens hissaient le drapeau demain à Liman, au moment même où on attend justement ce grand discours de Vladimir Poutine, pour lui c'est une catastrophe. Oui, le discours, on se doute de ce qu'il va être. Il va dire les frontières de la Russie ont changé. Le Donbass est à l'intérieur de la Russie.
Donc toute agression du Donbass est une agression contre la Russie et je vais déclencher l'échelon supérieur de la défense russe en supposant qu'il y en ait un et que ce soit autre chose que du nucléaire. On est dans 24 heures charnières extrêmement importantes. Alors, extrêmement importante aussi, donc, sur le terrain, ce que vient de nous dire Nivine, effectivement. Il y a l'obstacle de la rivière, ce dont nous parlait Nivine, général. Elle est difficile à traverser, cette rivière, elle est large, c'est compliqué. Oui, alors, pour être parfaitement précis, Liman, c'était finalement la pointe, si vous voulez, la plus à l'ouest, en direction de, je ne sais plus comment ça s'appelle, Kramatorsk, oui, c'est ça. Oui. Le Kramatorsk, c'était un peu le dernier verrou pour l'ensemble du Donbass. Donc on avait très peur, parce que entre Kramatorsk et Liman, il y a à peu près 50 km, et effectivement, on ne croise plus la rivière Oskil, on croise le Donetsk. Et oui, et là, parce que en fait, la rivière Oskil se jette dans le Donetsk, donc c'est un petit peu plus au nord de Liman. D'ailleurs, on le voit quasiment, et il zoome un petit peu en dessous. Et donc effectivement, il y a un pont très important. Et d'ailleurs, moi, je surveille ça avec beaucoup d'attention. C'est entre Liman et Kramatorsk. Et apparemment, les troupes russes n'ont jamais franchi ce pont. Et même chose, un autre pont qui redescend un peu plus au travers ouest, Severodonetsk. Donc effectivement, c'est pas évident. Je ne pense pas que ce soit si déterminant pour Liman. C'est pour les Russes. Pourquoi? Parce que c'est leur position avancée, c'est plus la base arrière. Ils sont beaucoup trop près du front. Maintenant, ils sont quasiment au contact. Donc, s'ils avaient à se replier, ils avaient intérêt à le faire avant. Et donc, par contre, c'est un symbole très important. Oui, c'est ça. Parce qu'effectivement, il y a après la route qui permettrait de récupérer Severodonetsk, parce que Liman, de ça, a été pris, en fait, il y a assez peu de temps, en fait. Et juste après Severodonetsk, les troupes russes sont rentrées jusqu'à Liman. Et là, on se disait, oh là là, j'espère qu'ils vont s'arrêter, pas aller jusqu'à Kramatorsk. Là, ils se sont arrêtés là. Et puis là, il y a la contre-offensive, donc on va reprendre Liman. Et puis après, l'étape suivante, c'est Severodonetsk, ça va beaucoup plus être intéressant. Et alors là, effectivement, Severodonetsk, c'est très important d'un point de vue tactique, mais ça sera important aussi pour le moral des Russes, parce qu'ils ont mis des semaines à la bataille a été acharnée, et extrêmement sanglante. Il y a eu des pertes des deux côtés. C'est à ce moment-là que le président Zelensky disait on perd 200-300 soldats par jour. 200 par jour, absolument. Oui, voire davantage, parce qu'à ce moment-là, est-ce que les Ukrainiens se posaient la question, est-ce qu'il faut rester dans Severodonetsk ou se replier pour renforcer les lignes de défense un petit peu plus loin? Et bien finalement, après en effet plusieurs semaines de combat, le choix a été fait d'un repli stratégique donc des forces ukrainiennes un petit peu après Liman. Et on voit qu'elles ont eu le temps de se réorganiser et qu'aujourd'hui elles passent à la contre-attaque. Et c'est vrai que Liman, c'est la voie, c'est l'autoroute vers Severodonetsk. Donc cette perte-là serait symboliquement très forte, surtout que Liman, enfin il faut bien le dire, c'est la région du Donetsk. Donc c'est russe, normalement, à partir de demain. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Liman, on est dans cette oblast de... C'est pour ça que, oui, ces deux informations se télescopent, et effectivement, on verra ce qui se passe demain. C'est Didier François qui disait, entre Liman et Severodonetsk, il n'y a qu'une seule route. Voilà, il n'y a qu'une seule route. Voilà, Severodonetsk, c'est très important, pour un tas de raisons. Moi, je connais bien ce coin-là, j'ai travaillé à Severodonetsk. C'est un symbole. S'ils arrivent à prendre Severodonetsk, c'est vraiment une catastrophe pour les Russes. Alors justement, le moral aussi, ça compte, parce qu'il y a la catastrophe tactique, comme vous le dites, et le moral, ce qu'évoquait Nivine tout à l'heure. La presse russe qui couvre le conflit, parce qu'il y a des journalistes russes, évidemment, dans ces zones-là, elle commence à reconnaître que c'est particulièrement difficile pour les soldats. En témoigne donc le direct qu'a fait ce journaliste russe à la télé. Écoutez. C'est peut-être trop tôt pour paniquer, mais il se trouve que des combats ont déjà eu lieu hier à l'entrée de Torsky et qu'on a des renseignements sur l'accumulation de matériel militaire. La logique des événements veut donc que l'ennemi ait l'intention de prendre Torsky d'assaut. Et puis il y a un autre danger qui vient du côté de Yampoli. Il y a un grand massif forestier par lequel l'ennemi essaye de prendre Torsky par le sud. Dans ce cas, Krasny, Liman et Dobrychevé se retrouveraient pris en tenaille. Alors d'accord, nous entendons notre artillerie, mais la situation devient extrêmement critique. Christian Maigrelis, entendre ça à la télévision russe, ça aussi c'est une évolution. C'est surréaliste. Compte tenu de ce qu'il publie actuellement, de ce qu'il diffuse depuis des mois, et que je suis régulièrement, ce genre d'aveu est
est incompréhensible. Et cet homme, en même temps, est sur le terrain et en plus, il est sur le terrain, oui. Donc, ce qu'il voit. Pourquoi est-ce qu'ils ont publié cette interview? Ils auraient pu le couper. Ils l'ont publié sans doute pour montrer à la Russie que la conscription est nécessaire, je ne sais pas. Ouais. En tous les cas, manifestement, les Russes avaient des journalistes russes présents dans cette ville de Liman. Et depuis hier, les journalistes ont été envoyés donc dans cette ville voisine, à l'est de la ville, ce qui montre bien que la situation à Liman devient extrêmement critique. Alors, en fait, le choix des Russes, c'est soit de se battre jusqu'au bout à Liman, mais la situation semble perdue, soit un retrait le plus rapide possible. Mais on voyait avec les images de Nivin tout à l'heure que en fait, les convois russes se font bombarder. Donc, il y a des images sur les réseaux sociaux. Manifestement, les combats ont été extrêmement durs. Extrêmement violents. Avec des dépouilles qu'on voit. C'est vrai que d'ailleurs, on a très peu de journalistes étrangers. On parlait hier de Jérôme Garraud qui était à Donetsk, dont l'hôtel a été à moitié soufflé. Apparemment, effectivement, ils ont eu une chance folle parce que, d'après ce qu'on disait hier, il y avait une équipe iranienne en fait qui était là et qui était sans doute visée par ces bombardements. Enfin, effectivement, ça devient particulièrement dangereux dans ce coin-là. Et puis l'hiver arrivant, c'est vrai qu'il faut pour les Ukrainiens engranger des victoires, mais tout de suite, parce qu'après le front risque de se figer. C'est le président Zelensky qui le dit dans son message quotidien, comme pour évidemment galvaniser une fois de plus les troupes. Écoutez. Nous avons 90 jours devant nous qui décideront de plus de 30 ans d'indépendance de l'Ukraine. 90 jours qui décideront plus que toutes les années d'existence de l'Union européenne. L'hiver déterminera notre avenir. De fait, il a raison, Général. On avait beaucoup parlé de la Rasputitsa au printemps quand ça dégèle, et là c'est un peu la même chose quand il se met à pleuvoir en automne. Oui, absolument. Et puis avant les très grands froids, je suis content que le président Zelensky dit 90 jours, parce que certains disaient un mois. Moi je dis il n'y a pas d'urgence quand même, il y a des choses à faire pendant l'hiver. Donc le président Zelensky le confirme qu'il a 90 jours. En fait c'est un ordre de grandeur, hein. Mais il fait exactement ce qu'un chef doit faire en disant, il galvanise ses troupes. C'est exactement ce que ne fait pas Poutine. Poutine, c'est l'inverse de Zelensky. Ah oui, absolument. Zelensky, il n'a pas de contact du tout avec l'armée. Il n'a pas de contact avec les soldats, c'est pas un ancien militaire, il ne va pas les soutenir. Zelensky, chaque fois qu'il peut, il va aller même précisément sur le front en disant c'est bien les gars. Poutine n'est jamais allé sur le front. Il communique tous les jours, il fait l'état des choses, il est transparent en tout cas sur tout ce qui est militaire. Poutine, c'est l'inverse. Totalement l'inverse. Et quand il dit 90 jours, alors il y a deux questions en fait dans son intervention. Un, est-ce que d'un point de vue tactique, il a raison, il faut que ce soit géré dans les 90 jours, sinon ça va être compliqué. Et deuxième question, la question subsidiaire, c'est est-ce que c'est faisable en 90 jours? En tout cas, l'idée tactique, c'est de reprendre le maximum de terrain dans les 3 mois qui viennent. 90 jours, c'est 3 mois. Donc avant Noël, de prendre le maximum de terrain, parce qu'après, effectivement, les opérations ont tendance à se ralentir jusqu'à ce qu'on passe les plus grands froids. Et c'est pour ça d'ailleurs que non seulement il va y avoir une offensive du côté du Donbass, mais dans le sud aussi, en fait on n'en parle pas trop, mais du côté de Kherson, Mykolaïv et tout ça, en fait ils grignotent, tout doucement, ils veulent épuiser. Il y a une chose qu'ils maîtrisent complètement, par exemple dans le sud, qu'ils ne maîtrisent pas du côté du Donbass, c'est l'approvisionnement russe au travers des 3 ponts. Ils contrôlent les 3 ponts, ils ont des drones au-dessus, ils surveillent ça jour, un peu moins la nuit. Et donc les Russes profitent pour un petit peu de ravitaillement, mais ils vont suivre quasiment tous les jours, ils savent exactement ce qui se passe d'un côté ou de l'autre. On écoutait sur cette antenne, pas plus tard hier je crois, où un soldat a dit « Bon, ben, je suis enrôlé et alors c'est quoi votre affectation? Eh ben je vais à Kherson quand aujourd'hui, le 29. Demain, oui c'est ça, il dit on va à Kherson demain le 29. On va à Kherson demain, on va merci du renseignement. Très content de savoir. Dans un régiment de chars, ben, très bien, donc ça veut dire qu'il y a une relève ou pas. Enfin, donc, ça c'est un manque de préparation absolue. Il n'y a aucune préparation. Total. Ça montre aussi le sentiment d'urgence côté russe, parce que ces 90 jours, Vladimir Poutine les a aussi en tête. Il sait qu'il faut tenir maintenant, il faut arriver à ralentir justement cette progression russe. On n'est plus dans l'offensive. Figer les lignes avant l'arrivée de l'hiver, parce que le calcul russe, on en a souvent parlé ici, c'est évidemment de voir le soutien occidental diminuer pendant l'hiver, parce que les Européens
verront bien que c'est plus compliqué de se chauffer, qu'il y aura des sacrifices. Donc ils misent vraiment sur ce soutien occidental qui pourrait s'effriter pendant l'hiver. C'est la raison pour laquelle il a certainement déclaré cette mobilisation partielle. Et on voit en effet qu'il n'y a pas d'entraînement. Ils partent directement au front, les mobilisés russes, pour essayer de figer les lignes. On a vraiment deux batailles de volonté qui se font face. Et les ressources ukrainiennes, on a un peu une idée ou pas? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils sont toujours hyper combatifs, enfin ils le sont d'ailleurs, hyper combatifs, qu'ils sont assez nombreux, qu'ils sont donc bien armés, ça on l'a vu et on l'évoquera tout à l'heure parce que les Américains vont renvoyer encore des armes. Oui, on a l'impression d'une armée qui est... qui en veut. Oui, qui en veut, mais qui est même encore pleine de ressources. Enfin, ça fait quand même 7 mois qu'ils font la guerre, ces hommes-là. Enfin, c'est 50 millions d'habitants, l'Ukraine, c'est pas rien. C'est la population française. Oui, et puis par contre, là, c'est une mobilisation générale, d'ailleurs, parce que... Et la mobilisation est générale. Exactement. Il y a la loi martiale. Absolument. Personne n'a le droit de sortir du pays. Les hommes n'ont pas le droit de sortir du pays. D'ailleurs, puisqu'on en parle, et on parlait de préparation de cette opération spéciale, donc du point de vue de Vladimir Poutine, on évoquait il y a 2 jours, me semble-t-il, les informations selon lesquelles, en fait, cette opération avait été très largement anticipée par les Ukrainiens, par un général ukrainien qui avait été chargé de refondre un petit peu l'armée, etc. Et que effectivement, la mobilisation générale de toute la population, même civile, avait été possible parce qu'ils avaient été préparés, ils avaient été entraînés les uns les autres. Ce qui n'est pas du tout le cas en Russie, en fait. Non, mais le chef d'état-major ukrainien est considéré comme un véritable héros national parce qu'en effet, il a fait tous les bons choix. C'est-à-dire qu'il a compris des mois avant le début de l'offensive russe qu'il y aurait bien une invasion. Il l'a anticipé, il a multiplié les entraînements, il a préparé en effet cette mobilisation. Il a caché des armes, des chars un peu partout dans le pays. Enfin, c'était incroyable, quoi. C'est lui qui a réussi à défaire l'avancée des troupes russes. Il a cru les Américains, en fait. C'est ça. Il a cru les renseignements américains. Exactement. C'est exactement ça. Alors, effectivement, donc sur le terrain, Nivine nous expliquait tout à l'heure comment ça grignotait. Justement, je vous propose d'aller retourner voir Claire Cambier, qui est en Ukraine, je vous le disais tout à l'heure, justement dans un village qui a été libéré récemment, Claire. Nous nous trouvons à Stary Saltiv, une commune à 35 km au nord de Kharkiv. Il faut se rendre compte qu'il y a seulement 15 jours, ici, nous étions sur la ligne de front. C'était bombardé constamment. L'armée russe se trouvait de l'autre côté de la rive. Vous le voyez, le pont a été complètement détruit. Aujourd'hui, donc, une seule solution pour traverser, emprunter ces petites embarcations. Sans cela, le détour en voiture prend 4 heures. Vous le voyez, de l'aide humanitaire est acheminée dans les territoires qui viennent d'être libérés. De l'autre côté, il y a des personnes qui vont en profiter pour quitter ces zones, retrouver de la famille, rejoindre bien souvent Kharkiv. Merci beaucoup Claire Cambier. C'est vrai, Magali, qu'on voit sur les images de Charlotte Le Fété effectivement un cours d'eau qui est particulièrement large, la fameuse rivière dont on parlait tout à l'heure. Mais en fait, en automne... C'est-à-dire que les pluies sont arrivées. Donc ça quand on en parlait hier avec un correspondant sur place qui montrait que dans cette région du Donbass, ça y est, il se mettait véritablement à pleuvoir. Donc le sol devient extrêmement gadoueux. Donc, et les rivières, évidemment, s'élargissent. Donc ça devient quand même compliqué aussi pour les Ukrainiens, pour les forces ukrainiennes, comme pour les forces russes d'ailleurs, les forces ukrainiennes qui cherchent à avancer, le terrain devient moins favorable. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment aller vite maintenant. Mais ceci dit, Christian Maigrelis, c'est général, quand dans cette région du Donbass, les militaires, qu'ils soient ukrainiens ou russes, qui sont dans cette zone-là, ils y sont depuis 2014, ils ont tenu des positions depuis 2014, ils combattent depuis 2014, ils sont plutôt les plus aguerris a priori, non? Oui, je ne suis pas sûr que ce soit le cas des Russes. Les Ukrainiens, je pense que oui. Les Russes, je ne suis pas sûr, parce que je ne sais pas d'où viennent les unités qui sont là. Je ne sais pas si c'est des unités qui étaient là avant ou si ce sont de nouvelles unités. 6 mois de guerre, donc il y a forcément eu des renouvellements. C'est vrai que lors de la prise de Severodonetsk, les troupes qui étaient là étaient parmi les plus aguerries. D'ailleurs, il y avait, je crois, des Tchétchènes aussi. On voyait des gens un peu particuliers qu'on n'a pas l'habitude forcément de voir au front. Notamment, ce n'est pas les mêmes à Boutcha ou dans le nord-est de Kiev au départ. Mais ces gens-là, 6 mois de guerre de haute intensité, avec des Ukrainiens qui savent parfaitement se défendre et qui sont bien équipés maintenant, ça use
tout soldat, hein, il y en a peu qui peuvent raconter ça depuis 50 ans. Et donc au moment, il faut les changer. Et puis il y en a qui sont fatigués, qui sont blessés. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a peut-être, je sais pas, 15 000, 17 000 soldats russes tués. 3 ou 4 fois plus blessés, et ben c'est ces gens-là qu'il faut remplacer aussi. Oui, c'est ça. Alors vous dites l'équipement, justement, vous parliez de l'équipement, et effectivement, si Volodymyr Zelensky veut terminer la guerre dans les 90 jours, il a besoin d'équipement, et en l'occurrence d'armes. Alors on va en reparler dans une seconde, juste après une courte pause, parce que les Américains ont annoncé hier qu'ils allaient débloquer plus d'1 milliard de dollars d'armes, et notamment pour livrer des HIMARS, ces fameux missiles qui sont hyper performants. On va pouvoir revenir là-dessus. Évidemment, ça peut changer sans doute le cours des choses. On va en parler dans une seconde. Et puis, dans une demi-heure maintenant, un peu plus d'une demi-heure, Yulia Tymoshenko, l'ancienne première ministre ukrainienne, viendra sur ce plateau. Elle a choisi LCI pour sa seule télé en France. Je l'accueille dans une demi-heure. Allez, à tout de suite. Votre programme avec QuickBooks.fr. QuickBooks, la solution des entrepreneurs pour une comptabilité vite faite. Très bien faite. Retrouvez votre programme avec Divalto, logiciel de gestion ERP et CRM dans le cloud. Comment tu fais ça? Je suis juste allée sur eBay. eBay? Mais moi, je pensais que ça n'existait plus, eBay, moi. Mais oui, eBay. Les objets vivent plus longtemps avec eBay. Montez et démontez vos roues de voiture en toute simplicité avec la visseuse à choc sans fil pour voiture Parkside. Pratique, grâce à sa batterie 20 volts et sa fréquence de frappe élevée, ce sera l'outil indispensable. Profitez en plus des 4 clés à douille incluses et de son éclairage LED intégré. Visseuse à choc sans fil pour voiture 20 volts Parkside, 79,99 €. Dès maintenant, en exclusivité chez Lidl. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Supermarché concerné sur Lidl.fr. Merci, c'est vraiment gentil de venir. Et voilà. Au revoir. Quoi? Whenever you need a friend, a lover or a helping hand. Un service qui ne rend pas service n'est pas un service. C'est pourquoi le service client Engie met tout en œuvre pour apporter des réponses complètes à vos questions. J'agis avec Engie. Là, c'est Anne-Laure et Louise. Ce sont des clientes comme j'aime. Louise a perdu 44 kilos. Avant, elle était très gênée dès qu'il faisait chaud. Anne-Laure, elle, a perdu 12 kilos. Avant, elle était un petit peu complexée. Mais aujourd'hui, c'est fini. Souvent, les gens pensent que tout est faux. Et pourtant, je suis loin d'être une actrice. Je suis conductrice de bus et j'ai réellement perdu 44 kilos grâce à Comme J'aime. J'ai perdu 12 kilos, j'ai retrouvé mon dynamisme. Je me sens beaucoup mieux dans ma peau. Je suis beaucoup plus heureuse. Alors venez vite faire votre devis en ligne. C'est gratuit, simple et sans engagement. Rendez-vous sur commejaime.fr. Commejaime.fr. Une croisière? On n'est pas Crésus, nous. Mais vous n'avez jamais voyagé avec Costa? Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace. Costa, believe your eyes. Et ils font pareil pour le deuxième café ici? Du grain à la tasse, savourez le meilleur de l'expresso avec des Longhi. Le French charmant, il veut être sûr de pouvoir inviter la fille de ses rêves. C'est pour moi. Bah avec ma French Bank, il consulte son solde en temps réel. Ma French Bank, la banque 100% mobile. Une app maligne en temps réel pour une gestion simplifiée. Et zéro frais à l'étranger. Ma French Bank, gérez mieux. Profitez plus. Ouvrez un compte en 5 minutes en bureau de poste ou sur mafrenchbank.fr. Une croisière? On n'est pas Crésus, nous. Mais ils n'ont peut-être jamais voyagé avec Costa. Then I saw her face. Now I'm a believer. Costa, believe your eyes.
En scannant ce QR code juste ici, vous allez découvrir à quoi vous ressembleriez avec des kilos en moins. Grâce à Comme J'aime, c'est possible. Vous vous êtes déjà demandé à quoi vous ressembleriez avec 10 kilos de moins, 20 kilos de moins ou 30 kilos de moins? C'est ultra simple. Vous prenez votre téléphone portable, vous ouvrez l'appareil photo, vous scannez le QR code juste ici et dans 2 minutes, Comme J'aime vous fera découvrir votre future silhouette avec des kilos en moins. C'est simple, c'est gratuit et c'est sans engagement. Scannez le QR code juste ici ou rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Pour les enfants et ceux qui le sont restés. Vivez un moment Happy Meal en famille, en collectionnant et en s'amusant avec les cartes Pokémon. À la Caisse d'épargne, on sait que 29% des jeunes actifs vivent encore chez leurs parents. 29% qui doivent supporter leur manie et leur humour. 29% à qui la Caisse d'épargne propose des solutions avantageuses pour prendre leur indépendance. Caisse d'épargne, vous être utile. Je suis né libre. Puis vous m'avez apprivoisé. Pour vous guider dans l'obscurité. Éclairer vos foyers. Et servir vos passions. Maintenant, je ne demande qu'une seule chose en échange. La liberté. Pour vous permettre d'être plus libre que jamais. Jeep, 100% libre, 100% électrifié, avec la gamme 4x1 hybride rechargeable. Et bénéficiez d'un avantage client jusqu'à 3 500 €. Rendez-vous sur jeep.fr. Je souhaitais connaître la valeur de ma voiture. La réponse, vendezvotrevoiture.fr. Je suis allé sur leur site et j'ai très rapidement reçu une offre ferme. Le prix était meilleur que prévu. Du coup, j'ai déposé ma voiture dans une de leurs agences et je l'ai vendue. Recevez votre offre maintenant sur vendezvotrevoiture.fr. Tu travailles encore, chérie? Non, je suis sur le site de Vérissure, je me renseigne sur les alarmes. Mais bon, pourquoi? Bah, pour éviter de stresser dès qu'on n'est pas là, pour pas se réveiller la nuit dès qu'il y a un bruit. Pas mal, non? Carrément. Rendez-vous sur vérissure.fr pour demander votre devis en moins d'1 minute. En ce moment, profitez d'un pack à moins 50%. Audible, raconte-moi une histoire. Raconte-moi une histoire qui me motive. Raconte-moi une histoire qui me surprend. Raconte-moi une histoire qui me fait peur. Audible, c'est des milliers de livres audio, créations et podcasts originaux. Essayez gratuitement pendant 30 jours sur audible.fr. Votre programme avec QuickBooks.fr. QuickBooks, la solution des entrepreneurs pour une comptabilité vite faite. Très bien faite. Retrouvez votre programme avec Divalto, logiciel de gestion ERP et CRM dans le cloud. Il est 16h30, vous êtes les bienvenus si vous nous rejoignez sur le plateau du Club Le Châtelier. On est évidemment en direct. Alors tout à l'heure, on entendait le président Volodymyr Zelensky dire qu'en 90 jours, il fallait terminer cette guerre. Est-ce possible? Peut-être avec l'aide des Américains qui ont annoncé hier plus d'1 milliard de dollars de nouvelles aides avec beaucoup de choses et notamment, on va le voir, les fameux missiles HIMARS. Alors les Américains devraient en livrer 18, sachant je crois qu'ils en ont déjà livré 11 de mémoire, 150 véhicules blindés, 190 véhicules de remorquage, 22 radars. C'est les principaux composants de ce nouveau train d'aide. Évidemment, ce qui est fondamental, là, Général, je parle sous votre contrôle, ce sont les HIMARS. Est-ce que ce sont des armes qui peuvent changer le cours des choses? Non, mais l'accélérer, oui. Oui. D'accélérer, de donner des moyens supplémentaires, en mettre plus sur la ligne de front. La caractéristique, je parle sous contrôle de Valérie, qui est notre spécialiste à HIMARS. Ne vous moquez pas. Non, pas du tout, c'est ce que je disais. C'est 80 km de portée, donc ça c'est intéressant. Et puis, vous voyez, ça peut lancer des salves comme ça, et surtout une très grande précision. Oui, c'est surtout ça le plus important. Alors, les Ukrainiens se sont déjà bien servis. Hein. Pourquoi? Parce que ils ont joué, entre guillemets, hein, on ne peut pas dire ce mot, mais en tout cas, ils ont utilisé un emploi très stratégique de ces armes, en allant cibler, si vous voulez, l'arrière logistique, c'est-à-dire les dépôts d'armement, regardez, les dépôts d'armement, les dépôts logistiques, éventuellement des ponts, donc tout ce qui peut qui coupe l'alimentation, si vous voulez, des troupes en première ligne. C'est pas une arme pour attaquer les premières lignes. Je vous coupe. Vladimir Poutine manifestement est en train de s'exprimer. Alors, je pense